Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La vie en Vosges. Cette semaine, nous parlerons de musique et de transmission avec nos deux invités qui se connaissent très bien d'ailleurs. Étienne et Avril Bélanger sont père et fille. Ils partagent la passion de la musique. Étienne est luthier à Épinal, mais aussi enseignant à l'École nationale de lutherie de Mirecourt. Avril est aujourd'hui étudiante à Paris, au Conservatoire à rayonnement régional. Elle est passée par le Conservatoire Gautier d'Épinal notamment. Son instrument à elle, c'est l'alto. Nous avons 26 minutes pour parler musique, études, lutherie et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Avril, on va démarrer avec vous. La musique, j'imagine que vous êtes tombée dedans très tôt, c'est ça? Oui, très petite, du fait d'avoir deux parents luthiers et qui sont eux-mêmes musiciens. Donc j'ai baigné vraiment dans ce milieu-là depuis toute petite. Alors quand on dit toute petite, c'est quel âge? À quel âge vous avez tenu votre premier instrument? Alors j'ai commencé avec le violon quand j'avais 4-5 ans. Oui, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, c'est tôt? Voilà. C'est tôt. Et après, je me suis tournée vers l'alto après quand j'avais 7 ans. D'accord. Très tôt aussi. Très tôt aussi. Étienne, est-ce qu'on a souvent l'habitude de voir des enfants à 4 ans et demi déjà avec un instrument, avec un violon, un alto? Alors oui, le violon, c'est un instrument qui peut être pratiqué assez jeune en fait, contrairement à certains instruments à vent par exemple. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'enfants qui commencent de manière assez tôt, à partir de 4 ans, 5 ans, c'est possible. Voilà. D'accord. Alors, on comprend comment Avril est tombée dedans, mais alors vous, est-ce que c'est aussi une transmission familiale? Alors, j'ai des parents qui sont passionnés de musique, principalement de musique baroque. J'avais mon grand-père qui jouait du violon. Donc voilà, c'est des éléments qui m'ont... Et puis peut-être une attirance naturelle aussi, c'est possible. Donc j'ai commencé le violon aussi à l'âge de 7 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, vous vous êtes plutôt consacré à la fabrication, vous, ou est-ce que vous jouez encore? Tout à fait. Alors aujourd'hui, je ne joue plus vraiment de violon, je pratique surtout la guitare et la contrebasse. Mais voilà, j'ai toujours à cœur de jouer parce que ça reste une passion, la musique. Voilà. Et justement, qu'est-ce que vous apporte cette passion? Qu'est-ce que vous apporte la musique, Avril? Je pense que le fait d'en avoir toujours joué, c'est une forme de réconfort quelque part. Et je pense que c'est un peu le principe des passions, on ne sait pas trop comment expliquer, mais c'est quelque chose qui procure beaucoup de bonheur. Et même si des fois il y a des phases où ça peut être difficile et que du fait qu'il y ait beaucoup de travail et beaucoup d'investissement, c'est quand même une grande part de bonheur. Alors vous avez 17 ans hein, aujourd'hui, ça fait 10 ans que vous, même plus que 10 ans, alors 10 ans que vous avez choisi l'alto, on va dire. C'est ça, exactement. Et pourquoi vous avez choisi l'alto? Il n'y a jamais eu d'envie de changement depuis, sur ces 10 dernières années? Non, pas vraiment d'envie de changement, je suis très contente avec mon instrument, mais disons que je jouais du violon et apparemment je jouais beaucoup sur les cordes graves. Donc mes parents m'ont présenté l'alto que j'ai opté. Et j'en suis très contente. Alors, c'est vous, donc vous l'avez présenté. L'idée, c'était, vous avez senti qu'elle serait plus à l'aise sur un autre instrument finalement? Alors oui, alors disons que l'alto, c'est un instrument qui est un peu méconnu du grand public. Donc ça fait partie de la famille du quatuor, donc, qui comprend le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse qui n'est pas incluse dans le quatuor, mais voilà, c'est de la même famille. Et c'est vrai que c'est un instrument, nous, par la fabrication et par l'atelier, Avril a été plus sensible à cet instrument et c'est un instrument qui clairement est plus joué qu'avant. Il y a beaucoup plus d'altistes qu'avant. C'est un instrument qui a connu un renouveau assez récemment, on va dire. Donc je pense que tu as dû profiter un peu de cet élan autour de l'alto. Voilà. Alors vous avez apporté un instrument avec vous. Qu'est-ce qu'il a de particulier cet instrument, Étienne? Alors ça c'est un instrument, c'est un petit alto, voilà, pour enfants, donc qui a été fabriqué donc par la mère d'Avril, mon épouse Lison Bettler et moi-même, donc sur un modèle Amati, voilà, qui a été fait spécialement pour Avril. Voilà. Donc c'était son premier alto? C'était l'un des premiers en tout cas. L'un des premiers altos, ouais, voilà. Alors il faut forcément donc un modèle adapté. Donc quand on est petit, on change souvent finalement, parce que c'est par rapport à la taille, c'est par rapport à quoi? Donc les enfants, en fait, ils ont une série de petits instruments sur lesquels ils passent successivement. Et après, la particularité de l'alto, c'est un instrument qui a une taille qui est modulable.
Donc à partir de 39 cm jusqu'à 42-43 cm, on parle d'alto entier, mais c'est un instrument qui peut avoir une certaine flexibilité dans la taille, contrairement au violon qui est à une taille fixe. Voilà. Donc il y a des grands altos, et des petits altos pour les morphologies différentes. Voilà. Voilà, l'instrument qui s'adapte aussi à C'est ça, son complètement. musicien. Voilà. Qu'est-ce qui différencie l'alto du violon? Alors, principalement les cordes, le registre. Donc, les cordes du violon, c'est mi, la, ré, sol. Et les cordes de l'alto, c'est une quinte plus bas, donc la, ré, sol, do. Et également sa taille, donc c'est quand même beaucoup plus grand qu'un violon. Pas du tout pareil, d'accord, ok. Alors, il y a différentes façons de vivre de la musique, on va le voir pendant cette émission. Étienne, vous avez fait le choix de fabriquer les instruments. Vous êtes diplômé d'École nationale de lutherie de Mirecourt. Où vous enseignez d'ailleurs aujourd'hui, oui. C'est la boucle est bouclée en quelque sorte. Oui, voilà, donc effectivement, c'est vraiment là, donc on est dans le domaine de l'artisanat, donc c'est quand même quelque chose qui est un peu différent du domaine musical. Mais effectivement, moi, bon, à côté d'une passion pour la lutherie, j'ai aussi une certaine vocation pour la pédagogie et l'enseignement. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me motive et qui fait partie de ma vie maintenant. Donc voilà. Et puis l'école de lutherie de Mirecourt, c'est un lieu qui est très spécial, c'est un lieu qui est unique en France. Donc c'est une école qui est très chère à mon cœur, on va dire. Vous avez été donc formé, diplômé dans cette école, vous êtes parti ensuite et vous êtes revenu pour cette école finalement. Voilà, complètement, voilà, c'était une volonté un peu... suite au départ d'un enseignant de l'école, voilà, j'ai un peu réfléchi et puis j'ai souhaité postuler voilà, en tant qu'enseignant. Alors c'est une école de renom, on sait, hein, qui attire des étudiants de très loin. On est loin d'avoir que des Vosgiens dans cette école. Ah non, tout à fait. Ouais. On est des étudiants qui sont issus de toute la France et puis de l'étranger. On a régulièrement des élèves. Actuellement, j'ai une élève malaisienne, par exemple, une élève américaine. Enfin voilà, il y a des gens qui viennent. C'est une école qui a une renommée par la renommée de Mirecourt. Voilà. On le sait pas forcément dans les Vosges, mais Mirecourt, c'est un endroit qui est connu dans le monde entier pour les violons. Et voilà, qu'est-ce qu'on y enseigne alors? Combien d'élèves il y a actuellement vraiment sur la lutherie? Alors actuellement, donc c'est une école qui comprend 3 niveaux et donc 12 élèves par niveau, donc il y a 36 élèves. C'est le max, 12? C'est le maximum, voilà. Et donc et dans des filières spécifiques que tous les 12, les 36 font la même chose à des stades bien évidemment différents, mais... Voilà, donc on est sur 2 niveaux de diplôme, donc les élèves doivent rentrer avec le bac. On commence par un CAP et ensuite on bascule sur un DMA, donc le diplôme des métiers d'art, qui est un diplôme post-bac, bac plus 2 en fait. Voilà. Et on y rentre forcément avec une appétence pour la musique. Ah oui, c'est... et pas que pour l'artisanat. C'est ça, je pense que c'est compliqué de faire des instruments sans aimer la musique. Je pense que c'est même presque impossible. Ou en tout cas, on le ferait pas très très bien. Voilà. Parce que tous jouent de leur instrument. Majoritairement, quand on est luthier, on joue d'un instrument. Peut-être pas forcément celui qu'on fabrique, mais tout à fait. Cas, voilà, je pense que c'est plus un intérêt, une passion pour la musique en général. C'est aussi une culture, la musique. C'est-à-dire qu'il faut connaître le répertoire, connaître les compositeurs, les œuvres. En fait, il faut être dans un bain de culture musicale. Et donc les élèves bénéficient des cours de l'école de musique de Mirecourt, voilà, une école d'une grande qualité pour une ville comme Mirecourt. Alors Avril, est-ce que le métier de luthier, c'est pas quelque chose qui vous a pour l'heure intéressé, puisque vous êtes quand même plutôt bien entouré depuis toutes ces années. C'est jamais quelque chose vers lequel vous aviez envie de vous diriger? Alors moi je suis quelqu'un de pas du tout manuel, donc ça a posé un petit peu problème pour me tourner vers la lutherie. Mais non, en tout cas je me suis jamais posé la question... J'ai jamais été très attirée par le métier de la lutherie, même si j'admire beaucoup ce travail, mais c'est pas quelque chose qui m'a... Qui vous intéresse, vous, en tous les cas. Oui, c'est ça. C'est trop complexe pour moi. Alors, vous apportez avec vous votre alto. Vous en avez plusieurs? Vous en avez un? Non, j'en ai un. Vous en avez un. Et donc, celui-ci, il est particulier puisqu'il a été fabriqué par des personnes particulières. Exactement. C'est ma maman qui l'a fabriqué. N'hésitez pas à le prendre en main, si vous voulez. Donc... C'est ma maman, oui, qui l'a fabriqué pendant, donc il y a 4 ans, pendant le confinement. Donc voilà, il est tout nouveau. Et qu'est-ce qui fait qu'un alto correspond à son musicien? Qu'est-ce qui fait qu'il vous correspond, cet alto, finalement? Alors, il y a beaucoup de facteurs. Déjà, je pense qu'un facteur simple, c'est juste la taille. Là,
il a un grand coffre et un petit manche. Enfin, ma maman a fait en sorte qu'il corresponde un peu, que je me fasse pas trop mal aux doigts. Et, et donc après, c'est aussi un travail de recherche de l'instrument qui nous correspond en fonction de... Enfin, il y a beaucoup de musiciens en tout cas qui passent des années à chercher un instrument et trouver celui qui leur correspond entre guillemets, quoi. C'est en fonction de la sonorité, Étienne. Qu'est-ce qui intervient dans ce choix? Alors là, ça a été le choix d'un modèle particulier, en fait, inspiré par l'école de Brescia. C'est une ville en Italie, donc où il y a eu des luthiers assez célèbres. Donc là, c'est un alto qui est inspiré par Gasparo da Salo. Donc voilà, c'est un modèle qui a une particularité, c'est d'avoir un certain volume de coffre et à la fois d'avoir un petit tirant de corde qui le rend facile à jouer pour Avril, qui n'est pas très très grande. Donc voilà, c'est une recherche en fait, optimiser le volume sonore et la facilité de jeu. Voilà, c'est Est-ce tout. qu'il y a plus de pression à fabriquer un instrument qui va être joué par sa fille? Il faudra demander à sa mère, mais c'est possible. Et alors, est-ce qu'il y a plus de pression à jouer sur un instrument qui a été fabriqué par sa mère? Bah c'est différent. Enfin, je suis pas sûre que c'est le mot, ça soit de la pression, mais disons que après il n'y a pas que l'instrument. Après, il y a une relation avec le luthier aussi, parce que enfin, les instruments ils se font régler régulièrement, donc pour qu'ils soient optimaux et donc en fait quelque part je travaille des fois avec ma mère pour rechercher exactement le bon réglage. Donc, Je cherche toujours la perfection, en tout cas de l'instrument, C'est pour ça. l'exploiter à son maximum. Exactement. Cette fabrication, justement, Étienne, quelles sont les grandes étapes de fabrication d'un instrument? Vous nous avez amené des outils avec vous. Voilà, donc j'ai quelques outils. Voilà, ces outils un peu de base du luthier, donc le canif, qui est vraiment, voilà, on va dire l'outil vraiment traditionnel de Mirecourt, le canif. Donc c'est une simple lame en fait, qui est très affûtée et qui permet de faire une quantité de choses. C'est un métier assez rustique en fait, le métier de luthier. On peut, à Mirecourt notamment, y fabriquer des violons avec pas beaucoup d'outils. Souvent même, il y avait des gens qui allaient au champ l'été et qui faisaient des violons l'hiver. Voilà. Donc avec très peu d'outils chez eux, simplement une table et quelques canifs, on peut faire un violon. C'est toute la beauté de ce métier. Donc on commence en général par faire le moule, donc les éclisses, la partie latérale qu'on voit ici. Et puis là j'ai apporté une table de violon assez ancienne, donc c'est le dessus de l'instrument. Et voilà, on va sculpter la table dans un simple bout de bois comme ça, à l'aide d'outils assez simples comme des gouges, des ciseaux. Voilà, ou simplement voilà, on voit une sculpture d'une tête ici, voilà, un morceau d'érable qui est entièrement sculpté avec des gouges. C'est un métier où on ne peut pas encore remplacer la main de l'homme. Alors on peut, mais ça perd ça perd quelque chose de son charme et son authenticité, bien sûr. Et j'ai apporté aussi un chevalet, donc la pièce qui est ici, qui soutient les cordes, qui transmet les vibrations des cordes. Donc c'est un chevalet qui fait fabriqué à Mirecourt par l'entreprise Aubert, qui est une entreprise connue vraiment de tout le monde. Tous les luthiers dans le monde utilisent des chevalets Aubert qui sont fabriqués à Mirecourt. Voilà. Belle reconnaissance encore de la commune voilà. de Mirecourt. Combien de temps on met pour fabriquer un instrument? Alors pour fabriquer un instrument, il faut compter environ 2 mois à peu près en comptant le vernis. Voilà, vraiment tout fini. Voilà. Et on part d'un croquis, déjà d'une demande particulière du musicien Voilà. Ouais. Donc le luthier, en fait, en général, il part un peu d'une expérience déjà. Et puis moi personnellement, je pars toujours d'un dessin. Voilà. Donc je dessine l'instrument au compas. Et puis ensuite j'ai un choix de bois. En fait, je pars avec une idée sonore en tête. Oui. Et donc ça me guide pour un certain modèle. Et ensuite un choix de bois. Et tout au long de la fabrication, j'essaye d'instiller dans l'instrument la sonorité que je recherche en fait. C'est ça, la sonorité, on en parle beaucoup voilà. dans la musique pour les instruments. Vous avez d'ailleurs eu un prix, le prix de la sonorité en 2012 lors d'un concours international à Paris. Qu'est-ce que cela signifie, la sonorité? Comment on la distingue finalement, cette sonorité? C'est très complexe la sonorité d'un instrument parce que en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Déjà, le musicien. Chaque instrument n'est pas adapté à tous les musiciens, ça c'est clair. Et dans la sonorité, en fait, ce qu'il faut, c'est de l'émotion. En fait. La sonorité, c'est principalement ça.
C'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir quantifier et mettre en équation, mais c'est très difficile. Et pour moi, la sonorité, avant tout, c'est une émotion. Est-ce que je suis touché par un son? Est-ce que je peux pleurer en écoutant une musique? C'est ça la beauté du son. Voilà. C'est tout ce qui fait la sonorité. C'est ça. Voilà. On a du mal à comprendre finalement quand on n'est pas baigné Bien dedans. sûr. Ouais. Alors on va poursuivre dans quelques instants, mais juste avant, je vous propose une petite pause. Et comme c'est une tradition dans cette émission, c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 petites questions comme chaque semaine. La première, simple ou pas, on va voir ça dans quelques instants. Quelle est la commune la plus étendue des Vosges? Alors, est-ce qu'il s'agit du Val d'Ajol, est-ce qu'il s'agit d'Épinal ou est-ce qu'il s'agit de la Bresse? La commune la plus étendue, en kilomètres carrés donc. Alors là, quand on n'est pas vosgien, c'est compliqué. Déjà, quand on est vosgien, je pense que c'est compliqué. Alors, est-ce que vous avez une petite idée? Bon, Épinal, la Bresse, le Val d'Ajol, vous connaissez les 3 communes? Est-ce que vous avez déjà parcouru les 3 communes à pied? Pas les 3. Alors, qui c'est qui se lance? Avril? Non, pas du tout d'idée? Honnêtement, je sais pas trop. Non, c'est Étienne, vous allez voir. Je vais dire Épinal. Moi, j'ai envie de parler. Épinal? Non, pardon. Épinal, 59 km², la Bresse, 58 km². La réponse, c'était le Val d'Ajol, qui est étendu sur 73 km². C'est d'ailleurs la commune la plus étendue en Lorraine, le Val d'Ajol. Alors, la deuxième question. Que trouvait-on au 22 rue Thiers à Épinal avant le conservatoire? Alors, est-ce qu'il s'agissait d'un hôpital, d'un orphelinat ou d'un théâtre? Le 22 rue Thiers, le conservatoire Gauthier d'Épinal. Qu'est-ce qu'il y avait avant que ce soit un conservatoire? Alors, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Avril? Non, je crois pas. Pas du tout. Pas du tout. Étienne non plus? Non, je ne sais pas du tout. Je me demande si c'était pas un orphelinat, ça me dit quelque chose. Mais... Ça vous dit quelque chose? Ouais, mais... Ah bah c'est bien, ça vous dit quelque chose de bien, c'était bien ça. La première pierre de cet orphelinat est posée en 1852. C'est un orphelinat qui sera actif de 1856 jusqu'à la fin des années 60. Et c'est seulement en 1989 qu'il devient l'École nationale de musique, avant de changer de nom en 2008, et devient donc le Conservatoire Gauthier d'Épinal. Ah ben voilà, vous voyez, l'orphelinat, ça vous disait quelque chose. Avril, justement, vous êtes passé par le Conservatoire Gauthier d'Épinal, vous êtes aujourd'hui à Paris. Comment on fait le choix d'aller à Paris, d'aller à Lyon, d'aller à Nancy? Il y a aussi un conservatoire à rayonnement régional à Nancy. Pourquoi le choix de Paris? Alors, dans mon cas, c'était principalement pour le professeur. Donc, j'ai eu la chance au conservatoire Gauthier d'Épinal d'avoir comme professeur Maud Lepris, avec qui je me suis très très bien entendue et qui m'a dirigée vers Louis Fuma, du coup, mon professeur actuel. Il vient de partir à la retraite, donc plus cette année, mais pendant 3 ans, que j'ai eu pendant 3 ans. Et donc voilà, ça s'est fait principalement par le choix du professeur. C'est ça, on choisit entre guillemets plus l'enseignant que le lieu, mais finalement c'est peut-être un ensemble de choses qui fait qu'eux aussi... Oui, c'est ça aussi, le fait d'être à Paris, ça ouvre beaucoup d'opportunités, d'orchestre, de musique de chambre, de cours avec d'autres grands professeurs. Et aussi un système de réseau, aussi de rencontrer des gens avec qui jouer. Et donc, il y a quand même un gros réseau de musiciens à Paris. Donc, ça permettait aussi... On vous voit d'ailleurs jouer sur les images. Alors, vous ne les voyez pas, mais moi, je les vois. On vous voit jouer, ça y est, vous les voyez. Alors, dites-nous, c'était ouf. Alors là, c'était un concert salle Cortot. Donc, voilà, qu'on a fait avec l'Orchestre Île-Marie. C'était un beau projet, d'ailleurs. Il y a beaucoup de projets. Vous aimez jouer, vous préférez jouer seul ou vous préférez jouer en orchestre? Alors... c'est dur de mettre une préférence, mais parce que les deux sont très différents. Mais en tant qu'altiste, il y a quand même plus de répertoire dans les ensembles. Et je pense que c'est quelque chose que je vais être amenée à faire toute ma vie. On parlait tout à l'heure au début de l'émission de travail, d'investissement. C'est énormément d'investissement au quotidien, la musique. Oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Il n'y a pas beaucoup de vacances, il n'y a pas beaucoup de moments où on ne joue pas, il n'y a pas... C'est beaucoup de travail personnel et beaucoup d'organisation et de cadrage. Et faut être motivé. Il faut être passionné vraiment par ce qu'on fait, je pense. Ça représente... actuellement, vous êtes en quel cursus? Qu'est-ce que vous faites comme études aujourd'hui? Donc là, je suis au CRR de Paris en CPES, donc cycle préparatoire aux études supérieures. Donc c'est ma 2e année. Enfin, ma
quatrième parce que j'étais en cycle spécialisé avant. Et donc en fait c'est un cursus, c'est un peu comme une classe préparatoire de n'importe quelle autre école pour tenter les concours d'entrée dans l'établissement supérieur. Donc comme le CNSM ou des écoles en Allemagne, à Londres, voilà. Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que vous avez envie de... Comment vous souhaitez évoluer? Alors je pense que ça va vraiment dépendre des opportunités qui s'offrent à moi. Mais pour l'instant, je suis encore dans la phase concours. Donc j'essaye là, je vais tenter donc, la Royal Academy à Londres, par exemple, CNSM à Paris, à Lyon, des Hochschule en Allemagne, donc Berlin, Francfort. Et ça va dépendre un peu de où je suis prise, qu'est-ce qui va se passer. Des opportunités Exactement. qui vont se présenter à vous. Mais l'idée derrière, c'est de devenir musicienne professionnelle. Oui, c'est quelque chose que j'ai assez clair depuis que je suis petite. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller dans cette branche d'un point de vue accompagnement, que ce soit un accompagnement financier? J'imagine que ça, Étienne, vous allez peut-être aussi pouvoir répondre à cette question, mais j'imagine que ça demande aussi beaucoup d'investissement de la famille aussi autour. Vous avez eu une bourse d'ailleurs du conseil départemental l'année dernière. C'est un petit coup de pouce, mais c'est peut-être pas suffisant. Avril, Étienne, je ne sais pas qui c'est qui va se positionner sur cette question. C'est sûr que nous, on est vraiment conscient, étant un peu dans le milieu, on est quand même... On a conscience des efforts qu'il faut faire pour qu'Avril puisse réussir son parcours. On sait le sérieux qu'elle y met et c'est important. Mais c'est vrai que il y a une forme d'un peu de... C'est pas comme aller au lycée à côté de chez nous, et voilà, c'est un peu autre chose. Après, c'est aussi des études qui sont assez jeunes. Et c'est vrai que dans le milieu où Avril elle est, il vaut mieux commencer jeune. Et voilà. Donc, les études peuvent se finir éventuellement un peu plus tôt, peut-être. Mais après, il faut se lancer dans le grand bain. Exactement. Mais après, c'est vrai que c'est un milieu où souvent les études... disons qu'on peut commencer à travailler pendant qu'on est en études et à faire des cachetons à droite à gauche. Et il y a des gens qui sont encore en études et qui sont rentrés dans un orchestre. Donc il y a le côté étudiant et professionnel se mélange des fois un petit peu. Voilà, c'est possible d'avoir des... C'est ça. Ça peut s'entrecouper. Et alors, vous disiez que vous préfériez vous orienter vers la musique de chambre. Oui. Pourquoi c'est quelque chose que j'ai beaucoup... j'apprécie depuis très longtemps. Et disons que c'est un compromis entre l'orchestre où c'est vraiment... pas exécuter, mais faire ce que le chef d'orchestre demande musicalement parlant. Et pièce seule où c'est vraiment un libre choix. La musique des chambres, c'est un compromis un peu entre les deux, où les répétitions servent à discuter et à mettre en place des choix musicaux qui peuvent être des fois pas forcément les nôtres, mais aussi des fois les nôtres. Donc je trouve que c'est un bon mélange, un bon compromis. Exactement. Alors on est bientôt au terme de notre émission. On va vous laisser vous préparer, Avril, parce que je crois que on va terminer l'émission en musique grâce à vous. Qu'est-ce que vous allez nous proposer? Alors je vais jouer la gavotte en rondo de Bach de la deuxième sonate. Eh bien, écoutez, on vous laisse vous préparer. Je termine avec vous, Étienne, pendant que Avril se prépare. Comment se porte la lutherie dans les Vosges et plus nationalement, internationalement peut-être aussi, parce que j'imagine que vous ne travaillez pas qu'avec des Vosgiens. Alors, tout à fait. La lutherie se porte plutôt bien, je pense. Actuellement, les jeunes qui sortent de l'école, par exemple, ont des bouchées de travail. On le voit clairement. Je suis plutôt confiant sur l'avenir de la lutherie, en fait. Je pense qu'il y a des structures qui se développent. Voilà. Espérons que les choses continuent comme ça. Ça représente combien d'instruments par an que vous fabriquez? Alors, très concrètement, moi je suis très pris par mon activité d'enseignant. Oui. En fait, je collabore donc à l'activité de mon épouse, Lison Bettler. C'est un nombre assez restreint d'instruments par an qui est fabriqué. C'est des instruments qui requièrent du temps de travail. C'est ça, qui demande beaucoup de temps et d'exigence, donc forcément on ne peut pas en faire 50 par semaine. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Étienne d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé votre passion. Merci également Avril d'avoir été avec nous. On va te laisser t'installer, puis on va terminer en musique. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télévisions. À bientôt.